À vos marques, prêt, JOP, ça commence maintenant pour cette première édition 2024. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir Johan, bonsoir à toutes et tous. Et tout d'abord, bonne année 2024. Bonne année à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette deuxième édition d'À vos marques, prêt, JOP. Ça fait plusieurs mois, voire années que nous parlons de cette fameuse année 2024. Et bien voilà, on y est. On est en 2024, elle va être sportive et pleine de défis cette année, Bénédicte. Et oui, elle va être sacrément sportive et surtout les JOP, ça va arriver bien plus vite qu'on pense, parce que vous le savez tous, la date officielle de début, c'est juillet 2024. Mais pour la Croix-Rouge, ça commence en avance, ça commence en mai, en juin 2024, ça commence maintenant les JOP. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu depuis notre dernier rendez-vous. Du coup, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager un chouette moment et on va avoir un sacré programme. On a un beau programme, du coup tu vas nous en parler Bénédicte, mais déjà on va se donner rendez-vous là tous les mois d'ici les JO, il y aura un À vos marques prêt JOP. Et vous avez vu, on a investi, on a revu le studio, on s'est équipé. Je crois qu'on va bien s'amuser et on va avoir plusieurs rendez-vous assez sympas qui vont arriver. Donc à vous qui êtes avec nous ce soir, il faudra donner rendez-vous plus largement et mobiliser tout le monde puisque ça va être le cœur des JO. C'est là où on va échanger, transmettre toutes les informations. Donc faut être là. Faut être là et puis il faut être là déjà ce soir. Merci à vous d'y être. Et on a dit un beau programme. Alors, on va parler de pas mal de choses. On va d'abord parler des fameuses accréditations. Ça revient tous les jours, mais c'est vraiment le cœur du sujet en janvier. Là, on y est, c'est le moment de commencer. Donc, on va prendre le temps de tout décortiquer ensemble. On va aussi parler action sociale. On va parler réflexion en cours dans les sujets, les questions qui se posent, les travails qui est fait un petit peu aussi sur cette réflexion autour de l'accompagnement des publics précaires pendant la durée des JOP. On va parler mécénat de compétences. On a déjà un petit peu abordé le sujet, mais on va vous donner encore des billes pour s'assurer qu'on puisse avoir suffisamment de monde disponible sur ces JOP. On va parler bien sûr des groupes de travail. On avait un peu abordé la dernière fois. On va rentrer un petit peu plus sur le sujet de que font les uns et les autres. Et puis on va parler des référents JOP aussi, les fameux référentes. On y reviendra tout à l'heure. Et puis on vous présentera aussi, parce qu'on aimerait bien faire des petits focus un peu concrets sur les sites. On va vous parler d'un site en particulier pour qu'on voit un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc plein de rubriques, plein de sujets, un beau programme pour ce soir qu'on a le plaisir de partager avec vous et on a le plaisir aussi, vous l'avez peut-être remarqué, d'accueillir nos invités ce soir, des invités de marque, les premiers de ces journaux, ces temps d'échange à vos marques pré JOP. Bonsoir Christina et bonsoir Agathe. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très heureuse d'être au premier épisode. Voilà, bienvenue Christina. Et donc, en effet, Christina, alors, on va commencer par toi. Christina, tu es la présidente de l'unité locale de Paris 4 et particulièrement investie sur les activités sociales. Oui, c'est un peu mon background. J'ai commencé par là, même si maintenant, voilà, j'ai un regard un peu sur tout, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est un peu mon historique. Un bel historique parce que tu étais déjà présente en 2015 dans le 4e à l'ouverture de la Vesti Boutique. Ouais. Et l'année dernière, vous avez inauguré l'épicerie sociale. Oui, l'épicerie sociale, c'est notre dernier bébé. Voilà, il a 3 mois et se porte très bien. J'insiste parce qu'on a eu beaucoup de bébés dans les 4e cette année. Donc, c'est un de plus, c'est l'épicerie sociale. Voilà. Et alors, le 4 se porte bien? Le 4 se porte bien. Voilà, beaucoup d'émissions, beaucoup d'activités en commun aussi avec les autres unités locales de Paris Centre, qui est un peu la nouveauté depuis 2 ans. Donc, on travaille beaucoup avec tout le monde, mais surtout avec Paris 1-2, Paris 3-10, etc. On forme une belle grande unité locale. Voilà. Génial, plein de bénévoles, plein d'activités, des beaux projets qui arrivent. Oui, toujours. Ouais. Toujours plein d'idées, plein d'innovations. Merci Christina d'être là ce soir. Et puis on a aussi avec nous Agathe. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Et merci aussi pour ta présence. Alors Agathe, toi tu es bénévole au sein de l'UL de Paris 14. Ça va faire 1 an que tu es bénévole. Tu es engagée sur quelles activités à Paris 14? Le secourisme depuis mai. D'accord. Et félicitations déjà. Ouais, bravo. Et tu t'es aussi particulièrement engagée sur ces JOP. Alors, tu as quelle casquette dans cet engagement-là? Alors, je suis référente JOP et je suis aussi au groupe de travail de la communication. Super, mais on aura l'occasion de te poser des questions sur ces 2 rôles que tu as. Comment ça va dans le 14? Comment ça se prépare ces JOP? Ça va bien dans le 14. Ça se pose beaucoup de questions, surtout que ce soit pour le secours, pour l'action sociale. On a eu l'occasion, là, avec la réunion de rentrée de janvier, d'avoir beaucoup de questions et beaucoup d'inquiétudes et de questionnements.
Eh ben, on va pouvoir en parler ce soir, hein, Joanne. Super, merci à vous, Christina et Agathe, encore une fois. Alors, un beau programme, des invités, un beau temps d'échange avec vous aussi, puisque vous allez avoir la possibilité, comme d'habitude, de poser vos questions et d'échanger avec nous en les posant directement sur le chat. Et puis, du coup, on a toute une équipe derrière là qui est mobilisée pour soit vous apporter les réponses en live, ou alors on les partagera et puis on en discutera tous ensemble avec vous, Agathe et Christina. Alors, on va entrer au cœur de ce rendez-vous avec un premier sujet. On va d'abord prendre un petit peu de hauteur, puisqu'on parle beaucoup des JO sur Paris. On va essayer de prendre un peu de perspective avec notre première rubrique à l'échelle de la France, de l'Île-de-France. Et un premier point sur quelques chiffres clés, mais surtout un point sur les sites olympiques sur lesquels on va retrouver la Croix-Rouge. Oui, parce que je ne sais pas si vous le saviez, Agathe, Christina, on a des sites sur Paris, sur l'Île-de-France, on en a parlé, mais aussi un petit peu partout en France, hein, ces sites. Alors sur Paris, on en a discuté la dernière fois, mais on va vous le rappeler un petit peu. On a le Parc des Princes, le Grand Palais, les Invalides, le Pont Alexandre III, le site de célébration du Trocadéro, parce qu'on a des sites où on a des événements sportifs, et puis on a tout ce qui va autour de la compétition, en fait. Oui, on aura la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, et ça, on en a beaucoup parlé. Ça se passera sur les quais de Seine. Alors, gros dispositif de secours qui s'annonce. Sur les premiers sites, là, sur Paris, Christina a un petit coup de cœur. Les quais de Seine. Les quais de Seine, ouais, Paris 4, les quais de Seine, l'île de la Cité, tout ça. Ok. Agathe? Le Stade Nautique, pour ma part. Stade Nautique, alors on n'en a pas encore parlé, le Stade Nautique, le centre aquatique, en tout cas, on va le retrouver dans le 93, celui-là, à côté du Stade de France. Alors, on entend beaucoup parler parce que la France est très fière de ce centre aquatique. Et on aura aussi les événements de clôture des Jeux olympiques et paralympiques dans le 93. Puis si on parcourt un peu plus l'Île-de-France, on aura le Stade Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines et la colline d'Elancourt pour toutes les épreuves VTT, cross, etc. Dans le 77, on aura un autre Stade Nautique assez immense, un autre lieu de rendez-vous pour les JO, Agathe. Et donc, si on voyage en France maintenant. On voyage en France, on part à Nantes, dans le stade de Nantes. On a aussi le stade de Lyon, le stade Vélodrome de Marseille. Donc, les fans de foot habituels pourront sélectionner leur stade préféré en fonction de l'équipe soutenue. C'est assez pratique. Donc, plein de possibilités. Donc, vous le voyez, c'est les sites sur lesquels la Croix-Rouge va être présente. Et bien sûr, on le rappelle, on est présent en groupement sur certains de ces sites. Tu as déjà entendu parler du groupement? Ça te dit quelque chose? On en a beaucoup parlé en secours, du coup, parce qu'on partage des sites olympiques avec la FF2S, la Croix-Blanche, l'UNAS, la Croix-Rouge, et j'en oublie... et l'Ordre de Malte, voilà, c'est ça. On m'a soufflé à l'oreillette, absolument. Et donc, c'est le groupement et on va partager des sites, du coup, avec eux. Typiquement, pour Paris, le Parc des Princes, c'est la FF2S qui est titulaire de ce contrat habituellement et du coup, qui va mener les opérations. Mais on aura l'occasion de les renforcer, d'être présents à leur côté. Et puis, pour faire face à tous ces besoins de couverture de ces différents sites, il va falloir mettre en place toute une logistique derrière. Alors, on en parle au niveau d'été, on en parle au niveau siège, on en parle partout en France. Il y a des problématiques de transport. Alors, le transport, c'est certainement une des questions que vous posez dans les UL, hein, j'imagine, Agathe? C'est sûr, c'est vrai que une grosse problématique. On va répondre à ces questions quand on aura les réponses, c'est-à-dire pas tout de suite, malheureusement. Mais vous savez, on est assez transparent, mais on y travaille effectivement. Et les autorités ont tendance à nous rassurer un petit peu sur la capacité, en tout cas des bénévoles, à pouvoir parcourir la ville pour se rendre sur les sites et participer aux différentes activités. Donc, le transport, on aura l'occasion d'y revenir. Là, on va parler de l'hébergement. Est-ce que nous, typiquement, on va savoir où on dort ? Normalement, sauf si on fait de la location, etc. pendant les JO. Mais en tout cas, nous, on a où loger. Mais par contre, c'est tous les renforts qui vont être nombreux, qui vont venir de toute la France, qu'il va falloir héberger en tout cas. Et il y a des sites d'hébergement du coup qui sont déjà prévus. Alors, il y en a pas mal en région parisienne, dans le 75, dans le 16e. On a le lycée Jean Zay qui est prévu. Le campus de la CRF va s'ouvrir aussi à Montrouge, à l'accueil des bénévoles venus de partout en France. Et puis, plus loin, dans le 95, également un site d'hébergement prévu. Et vous l'avez vu, hein, les JOP, ça concerne tout le territoire français. Donc, il y a d'ores et déjà un site qui est prévu à Marseille pour ceux qui auront participé à ce beau dispo. Et autour de ça, comme c'est mobilisation de plein de bénévoles, donc c'est des centaines de places d'hébergement, c'est aussi des solutions pour assurer les soins des bénévoles si on a besoin, qui vont, et on aura l'occasion peut-être aussi d'en reparler avec le pôle santé national qui va être mobilisé. C'est des solutions aussi alimentaires, de repas,
avec plein de choses innovantes qui potentiellement vont arriver. Donc, on sera ravis d'en reparler autour de ça. On va continuer du coup avec un sujet passionnant qui attire les foules. C'est pour participer à ces JO, pour accéder au site olympique, de quoi on va avoir besoin? Les accréditations. Alors ça, on l'a à peine répété. On va en effet parler de ces fameuses accréditations qui nous permettent d'accéder au site olympique. Et ça, Béné, c'est toi qui nous en parles. Effectivement, les accréditations, à quoi ça va nous servir? Tout bêtement, une accréditation, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai qu'on en parle depuis des mois maintenant. L'accréditation, c'est le sésame qui permet d'accéder au site, qui donne le droit d'accès. En fait, cette accréditation, ça va permettre de faire ce qu'on appelle le criblage. Cette demande d'accréditation, elle permet aux autorités de faire le criblage et de mener une enquête administrative qui va consister à vérifier l'identité, les activités des personnes qui veulent avoir accès à ce site olympique. Et du coup, les autorités s'assurent qu'elles ne vont pas compromettre la sécurité nationale. Voilà, ça c'est un peu l'idée déjà des accréditations et on va y revenir là pendant les 5 minutes qui viennent. On va vraiment se consacrer là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les accréditations ou sur toute autre chose, posez-les. Sur le chat, posez-les sur le chat. Librement. Et Agathe et Christina, c'est pareil. Vous posez les questions quand vous voulez. D'ailleurs, là sur les accréditations, une petite question déjà ou pas? Oui, une petite question. Je ne sais pas si vous aurez la réponse, mais je la pose quand même. Est-ce que tout le monde est obligé de demander une accréditation? Secours, action sociale? Alors ça, en effet, on va en parler. Mais surtout, la question, c'est à partir de quand on a la réponse? C'est maintenant. Alors, pour toutes les personnes concernées, on va y revenir juste après. Pour toutes les personnes concernées, c'est maintenant que ça commence. C'est lancé. L'application, elle est en ligne. On peut d'ores et déjà faire notre demande, d'ores et déjà se consacrer à renouveler notre pièce d'identité si on ne l'a pas encore fait. Donc ça, on va y revenir juste après. Alors, qui peut demander cette accréditation et qui ça concerne? Alors, c'est pour répondre à ta question, hein, Christina, ça concerne tous les secouristes, évidemment, ça concerne les logisticiens, ça concerne les cadres, ça concerne tous ceux en fait qui vont avoir besoin d'un accès à ces sites olympiques, donc à ces sites où se passent les dispositifs de premier secours de Paris 2024. Qui peut faire la demande? Parmi toutes ces personnes qui ont besoin d'avoir un accès, c'est quoi les critères au final? Alors déjà, c'est d'être majeur. Des bénévoles qui auront 18 ans avant le 26 juillet. Donc ça, c'est la date limite. Il faut avoir 18 ans le 26 juillet pour pouvoir faire sa demande. Ce sont les bénévoles qui souhaitent participer à ce dispositif. On vient de le dire juste avant. Ceux qui acceptent de passer ce criblage administratif, on va y revenir juste après parce que c'est évidemment un choix à faire. Et il faut savoir que si vous ne voulez pas, vous pouvez aussi faire d'autres activités avec la Croix-Rouge. Simplement, celles-ci ne seront pas sur le site, sur les sites olympiques. Et du coup, il faut pouvoir prouver votre identité, évidemment, avec cette pièce d'identité valable. On va revenir juste après. Et du coup, qui peut faire sa demande d'accréditation? Tu peux... Voilà. Alors voilà, pour vous accréditer, du coup, premières étapes, donc ça, c'est absolument possible dès maintenant. On vous a mis le QR code, on vous a mis le lien. Alors, le faites pas tout de suite maintenant, parce que ça nécessite de rassembler quelques éléments. Il va falloir d'abord un élément, c'est sa pièce d'identité. Ça, on en a longtemps parlé. Il faut qu'elle puisse être à jour, en tout cas au moment des Jeux Olympiques et pour la demande d'accréditation. Et les pièces d'identité qui sont acceptées, c'est le passeport, la carte nationale d'identité, les titres de séjour français et les cartes de résidents français qui sont valables 10 ans. Donc, avec tous ces titres d'identité, on pourra demander son accréditation. Donc, même un passeport étranger, ça passe. Oui, absolument. Un passeport étranger avec les éléments utiles pour vivre en France et reconnus, ça sera possible pour demander son accréditation. Par contre, ce que vous ne voyez pas apparaître, c'est le permis de conduire. Le permis de conduire n'est pas un titre d'identité dans ce cadre-là pour demander l'accréditation. Ensuite, c'est une photo d'identité. La photo d'identité, il va falloir aussi l'intégrer dans le site Minos. On va en parler. Minos, c'est l'application qui va permettre de gérer les accréditations pour la Croix-Rouge et de transmettre les éléments à Paris 2024 qui va générer ces fameuses accréditations, plus les autorités qui vont faire le criblage dont on parle. Donc, si vous ne disposez pas de ces documents, pas de panique. On a encore du temps jusqu'en avril pour faire les demandes d'accréditation. Mais c'est vrai que si on peut le faire dès maintenant, nous, à la Croix-Rouge, ça nous permet de savoir un petit
petit peu voilà, sur quelle quantité de bénévoles on peut compter. Sachant que demander son accréditation, Bénédicte, ça n'est pas s'inscrire au JO. C'est-à-dire qu'on peut ne pas savoir si on est libre encore à ce moment-là et quand même demander son accréditation. Effectivement, donc on vous encourage vraiment toutes et tous à demander maintenant votre accréditation, même si vous n'êtes pas totalement sûr d'être disponible. Tant pis, ça viendra dans un deuxième temps, on va dire. Et du coup, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce site, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller, c'est ça, le site, l'application Minos sur laquelle on peut s'inscrire. Et donc, vous pouvez eh bien, allez regarder tout maintenant, même si vous n'avez pas forcément tous les éléments. Allez-y maintenant pour regarder. Prenez le temps de le faire. C'est un formulaire assez simple avec des notions administratives. Intégrer le recto et le verso de sa pièce d'identité. Intégrer une photo du coup d'identité. Alors, de moins de 6 mois, hein, il faut qu'on puisse avoir le même look aujourd'hui et lorsqu'on sera accrédité. Alors, pour les Parisiens, la question se pose souvent, est-ce qu'il y a besoin d'un nombre de jours minimum pour participer au JO, pour demander son accréditation? Alors non, on pourra participer, mais si on a quelques heures, puisqu'on est déjà sur les lieux, c'est les renforts qui vont être contraints d'avoir quelques jours quand même successifs. Et du coup, on peut, même si on sait qu'on n'est pas dispo, même si on ne sait pas si on va s'inscrire, demander son accréditation. Voilà, comme ça, on ne loupe pas le coche. Et moi, j'avais une question par rapport à ça. Quand on demande son accréditation, ça prend combien de temps, on sait, pour avoir une réponse? Alors ça, c'est ce qui va se passer après, une fois qu'on a envoyé son formulaire avec tous les éléments qu'il faut, etc. Le site est assez bien fait, vous allez avoir des petites coches vertes, des choses qui vont recevoir une notification par mail pour vous dire que c'est bien pris en compte et que vous aurez un retour. Alors après, il y a tout un processus où les informations vont être validées par l'ADT, transmises au national. Le national va les transmettre à Paris 2024. Il va y avoir le criblage, les vérifications, etc. Puis ça va revenir. Et là, nous, on aura le résultat du coup de cette enquête et si la personne est accréditée ou non. Et c'est tout ce qu'on saura. D'ailleurs, si la personne n'est pas accréditée, ça on l'avait beaucoup dit, en termes de confidentialité des données personnelles, on ne sera pas au courant de pourquoi la personne n'est pas accréditée. Voilà. Il y aura juste un nom et on ne saura pas pourquoi. Mais ça n'empêchera pas la personne, en tout cas, de participer aux actions de la Croix-Rouge qui ne sont pas sur des sites Paris 2024. Effectivement, et cette réponse, du coup, vous l'aurez par mail, hein, la réponse sur l'accréditation, ce oui ou ce non, hein, auquel nous, on n'aura pas plus de détails derrière, mais vous aurez cette réponse par mail. Alors, la fin de la campagne pour demander cette accréditation, c'est le 10 avril 2024. Donc, ensuite, dans un second temps, les autorités vont pouvoir procéder au criblage. Donc, c'est un peu plus tard que vous aurez cette réponse. Donc, il va falloir être un petit peu patient là-dessus. Et évidemment, pour accompagner tous les bénévoles qui vont demander cette accréditation, Agathe, les référents JOP, on compte sur vous. Prête pour ça? Évidemment. Super. Tu as déjà fait, toi, ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Le feu vert. Ok, super. On t'accompagne et puis après, toi, tu pourras accompagner du coup tous les bénévoles et l'ensemble des référents auront ce rôle aussi d'accompagner, de sensibiliser les bénévoles à faire son accréditation. Et du coup, est-ce que vous avez prévu quelques petites choses avec les référents JOP pour accompagner les bénévoles déjà Alors déjà, nous, on a pu prendre un peu en main Minos pour voir comment ça se passait et pour pouvoir accompagner parce que si on ne connaît pas la plateforme, effectivement, ça va être compliqué. Voilà. Donc déjà, il y a ça mis en place et ensuite, pour la suite, on verra en temps et en heure. Voilà, lancement officiel. Accréditez-vous et puis du coup on se retrouvera sur l'émission et on se tiendra au courant en tout cas des avancées, des retours sur ces accréditations. Et puis pour dernière question. Christina, tu as la parole. Toutes tes questions. Je me mets voilà, à la place de tous ceux qui pilotent un peu les équipes, etc. Est-ce qu'on aura une liste des personnes qui se sont fait accréditer pour savoir est-ce qu'il faut voilà, pousser nos bénévoles, il faut en parler plus les motiver? On aura très certainement les listes au fil des mois. On aura des récapitulatifs de où est-ce qu'on en est sur les accréditations. Parce qu'évidemment, on a des prévisions sur le taux d'accréditation que Paris devrait avoir. Donc, on pourra avoir des retours comme ça qu'on pourra faire aux unités locales. Mais n'hésitez pas, hein, dès aujourd'hui, là je parle aux référents JOP, aux cadres, à déjà
solliciter vos bénévoles, tous ceux dont vous savez qu'ils vont devoir avoir cette accréditation. Et on pense aux logisticiens, on pense aux chauffeurs, tous les secouristes, chefs d'intervention, tous les cadres, vraiment tous ceux qui pourraient avoir besoin d'avoir accès à ces sites. N'hésitez pas à renforcer le message et tous et toutes, là, derrière vos écrans, à en parler autour de vous, aux autres bénévoles, pour que vraiment ce message passe et que personne ne soit mis de côté pour une simple histoire de créneau d'accréditation qu'on aurait loupé, quoi. Et pour préciser aussi sur le criblage, parce qu'on l'avait déjà vécu sur l'Euro 2016, le criblage, et on avait eu beaucoup de questions sur cette histoire-là, sur cette enquête. Nous, on n'a pas connaissance non plus. Alors, le résultat, on aura le nom et on ne saura pas pourquoi, mais on n'a pas non plus les critères observés dans cette enquête administrative. On ne sait pas vraiment ce que les autorités vont vérifier. Voilà, c'est eux qui feront les vérifications. Est-ce que ça nous concerne que nous? Est-ce que ça concerne notre entourage? Voilà. Mais en tout cas, on n'aura pas accès à ces informations-là. Donc, le bénévole saura juste s'il a été accrédité ou pas. Exactement, exactement. Et ça n'empêchera pas, on le répète, de participer aux autres actions qui seront nombreuses à ce moment-là. Alors, petite précision, et c'est important pour tous ceux parmi vous qui êtes en attente de formation, les PSE qui vont être formés très prochainement dans les semaines, les mois qui viennent. L'accréditation, vous pouvez la faire dès maintenant, même si vous n'avez pas encore votre diplôme. Et on le répète, il y aura aussi des besoins en PSE, en logistique. Enfin, il y a beaucoup de besoins qui sont liés au site. Donc, même si vous n'avez pas encore votre formation, allez-y. Allez maintenant faire cette démarche d'accréditation. Du coup, on a donc ce résultat de criblage qu'on aura. Pour ceux qui auront une réponse négative, on a dit qu'on ne saurait pas forcément. Il y a ceux aussi qui n'ont pas forcément envie de passer cette étape d'accréditation. On a pas mal d'activités, comme on disait. On aura beaucoup d'activités sur lesquelles on va pouvoir s'engager, sur du COT, sur de la logistique, et sur aussi beaucoup, on va en parler tout de suite, là, beaucoup sur des activités d'action sociale, parce qu'on a une continuité d'activités à assurer, n'est-ce pas, Joanne? Absolument. Et du coup, tu fais le lien parfaitement. On voulait parler aussi dans cette nouvelle rubrique et côté action sociale. Alors là, je me tourne naturellement vers Christina. Pour les JOP, on parle beaucoup de secours, mais les JOP, ça ne sera pas que du secours. Et là, ça sera aussi de l'action sociale et particulièrement des activités sociales pendant cette période. Et ça, c'est ton domaine. Oui. Nous, de notre côté, vous savez qu'on a beaucoup d'activités sociales et on se pose pas mal de questions par rapport à ça, notamment par rapport à la continuité des activités sociales. Est-ce qu'on pourra continuer de les maintenir? Alors, pourquoi il y a ce type de questions? Quelle est la crainte sur le maintien de ces activités? La crainte, c'est les zones d'exclusion, les difficultés de transport. Est-ce que les personnes accompagnées seront encore sur Paris ou on est quand même sur une partie centrale de Paris, donc on a peur que des personnes soient dégagées, on ne sait pas, on fait des comptes. Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur les personnes accompagnées. Alors, ça va aussi bien des vendeurs, les bouquinistes sur les quais de Seine, que autant des personnes accompagnées. On peut avoir des mouvements de population sur Paris, voire même au-delà en Île-de-France. Alors, provoqué ou non, ça, on le constatera à ce moment-là. Mais c'est possible qu'en effet, vous n'ayez plus les personnes accompagnées habituelles à proximité du 4e, par exemple, en ce qui vous concerne. Exactement. On se demande, est-ce qu'on aura accès à nos locaux également? Donc, toutes ces questions-là font que, oui, nous, on a envie absolument de maintenir toutes les activités, mais on ne sait pas si on aura les moyens. Tu parlais justement de l'accès aux locaux, parce que c'est vrai, alors ça s'éclaircit un petit peu, on a quand même pas un peu plus d'éléments, mais en ce qui concerne le centre, c'est vrai que ça peut être particulièrement inquiétant, en tout cas avoir des inquiétudes dessus, parce que notamment pendant la période de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, en effet, est-ce que vous pourrez accéder aux locaux? Et on parlait de l'épicerie sociale solidaire tout à l'heure, il peut y avoir des questions aussi d'approvisionnement, etc. Pour maintenir cette activité, vous avez déjà des pistes de réflexion? On a commencé à réfléchir un peu à ça. C'est vrai que je pense que la solidarité avec les autres épiceries sociales va jouer là-dedans. Et celles qui sont dans les zones un peu moins centrales, un peu moins touchées par les événements. On avait commencé aussi à penser à une organisation qui ferait que peut-être on fermerait l'épicerie sociale sur cette période-là, mais on donnerait plus de denrées alimentaires en amont pour que les personnes ne se retrouvent pas pénalisées. Donc voilà, on raisonne en ces termes-là, en termes de quand est-ce qu'on va distribuer et qui va distribuer éventuellement. Alors, on parlait du 4e, mais tu l'as dit toi-même, vous avez déjà commencé à en discuter du coup avec les unités locales, parce que la problématique, elle peut être similaire pour d'autres structures, d'autres types d'activités. Vous avez déjà eu des temps d'échange sur ça?
On a commencé à discuter un peu, notamment avec les autres unités locales. On a discuté beaucoup pendant la journée le 21 octobre à l'Hôtel de Ville. C'était notre journée de lancement JOP. On a déjà fait du chemin depuis et on se retrouve là ce soir. Donc, et donc, il y avait eu un groupe de travail déjà sur ces questions. Tout à fait. C'était notamment sur les activités sociales. Comment est-ce qu'on va pouvoir les maintenir? Comment est-ce qu'on va pouvoir les maintenir? Et déjà, à ce moment-là, on parlait vraiment de mutualiser. Voilà, les locaux, les bénévoles, etc. Parce que on ne sait pas encore exactement qui pourront arriver sur site. Est-ce que les sites pourront être ouverts? Est-ce que les personnes accompagnées seront là? Toutes ces questions. Donc, plein de questions, mais on faisait le lien avec le 21 octobre. Et alors, si on le souhaite, il y a le site internet de la DT qui reprend la conférence, notamment qui s'était déroulée le 21 octobre, sur les activités sociales, et notamment sur cette période des JO, qui parlait beaucoup plus précisément de ces enjeux-là. Et c'était une conférence où on avait notamment abordé les difficultés, parce que là, on parle beaucoup de difficultés propres à nos activités et comment nous, on va pouvoir faire ce qu'on fait d'habitude, mais il y a aussi des difficultés que vont rencontrer les personnes accompagnées. Et j'imagine que ça aussi, vous avez commencé à le prévoir sur le cadre. Quels sont le type des difficultés que vont probablement rencontrer ces personnes pendant les JOP? Alors, si je fais une comparaison avec ce qui se passe au quotidien, c'est que souvent, les personnes accompagnées, je parle notamment d'un public qu'on rencontre à Maraude surtout, souvent, on les voit disparaître d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que, voilà, ils arrivent, même dernièrement, on avait une cinquantaine de personnes qui s'étaient mis vraiment pas loin de notre local, et puis un matin, on est arrivé, ils n'étaient plus là. Donc, je pense qu'il y a cette volonté, parce que c'est Paris Centre, parce que c'est à côté de l'Hôtel des Villes, etc., de dégager les personnes assez rapidement. On ne sait pas où ils vont, c'est juste que du jour au lendemain, ils disparaissent. Et c'est la peur qu'on a vis-à-vis par rapport aux JO. Donc ça, c'est la crainte Croix-Rouge, vu ce qu'on entend et ce qui peut éventuellement se préparer. Lors des maraudes, des rencontres avec les personnes qu'on accompagne à la Vestiboutique et à l'épicerie sociale, il y a déjà des inquiétudes qui ont émergé, qui ont été retranscrites par les personnes que vous avez rencontrées. Alors, ça, il faudrait peut-être le demander à notre directeur de l'action sociale. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point ils se projettent jusqu'à là. C'est surtout les bénévoles. Les bénévoles, ils ont des réelles inquiétudes. Ils vont dire, est-ce qu'on va pouvoir marauder? Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un à rencontrer dans la rue sur cette période-là? Voilà. Puisqu'on a aussi la question des difficultés de déplacement des personnes accompagnées elles-mêmes sur les différentes zones. On a vu publier par la ville de Paris des cartes d'accès avec des zones rouges, etc. Alors ça, c'est des discussions qu'on a aussi avec la préfecture pour voir comment garantir un accès fluide à ces zones pour les personnes accompagnées qui seront encore là pendant les JOP pour pouvoir. Oui, parce que personnes accompagnées, finalement, c'est pas que les personnes en situation de rue, c'est aussi. On l'avait rencontré notamment lors des périodes Covid, les personnes isolées à domicile, par exemple, comment elles vont pouvoir continuer à faire leurs courses, à s'approvisionner en médicaments. Peut-être qu'il faudra innover avec de nouvelles actions où on remettre en place celles qu'on avait connues pendant le Covid. On aura en tout cas cette expérience pour répondre à ces besoins. Et Agathe, parce que là on a beaucoup parlé du 4, Agathe, en tant que référente JOP, est-ce que tu as eu aussi des retours de bénévoles dans le 14 qui ont des inquiétudes similaires ou d'autres? Alors sans doute un peu moins marqué étant donné qu'on est dans le 14, donc un peu plus excentré que dans le 4, mais toujours des inquiétudes également de la part des bénévoles, des maraudeurs, de l'action sociale de manière générale. Donc ce sont des choses qui sont remontées, oui, pendant la réunion de rentrée et les questions quid des JOP. Merci Agathe et merci Christina pour cet échange. Et l'échange va continuer, va perdurer au travers des groupes de travail. Il y a un groupe de travail, Action sociale, dans lequel beaucoup de bénévoles sont impliqués à la DT et qui travaillent sur ces questions-là et qui vont pouvoir alimenter en tout cas le sujet. On parle de bénévoles, on parle d'engagement, on parle de ressources, mais on va peut-être avoir des questions aussi sur comment me libérer, en tout cas, sur la période des JO. C'est une question que tu te poses, Christina? Oui, c'est une question que je me pose. Comment tu vas pouvoir maintenir les activités, toi déjà, personnellement, et puis aussi les bénévoles du 4? Et comment on va pouvoir utiliser pas tous nos jours de vacances, de préférence? Est-ce qu'il y a un autre moyen de participer, voilà, et de laisser 2-3 jours, je sais pas, pour partir à la mer?
Aussi, mais c'est vrai qu'on a vraiment tendance ambitieux, mais bon. On connaît ça beaucoup, poser ses congés pour participer aux missions de la Croix-Rouge. Alors, est-ce qu'on n'a pas un autre moyen, Bénédicte, là, pour les JO? Et oui, je vous ai fait un petit spoil en passant la slide un petit peu tôt, mais voilà, c'est le fameux mécénat de compétences que vous connaissez. En tout cas, vous en avez certainement déjà entendu parler au cours de vos vies professionnelles. Donc, nous, on va se poser la question de ce que c'est ce mécénat de compétences dans le cadre de la Croix-Rouge et à quoi ça sert au final. C'est quoi le mécénat de compétences? C'est quelque chose que vous connaissez déjà, Agathe, Christina? Le mécénat de compétences? Moi, je les connais dans le cadre de la Croix-Rouge, mais pas dans un cadre éphémère comme peuvent être les jeux. Voilà. Donc, je connais des personnes qui arrivent en fin de carrière et qui se posent dans une unité locale et qui mettent à disposition leurs compétences. Ça, c'était mon idée du mécénat des compétences et je ne pensais pas qu'on pouvait l'utiliser. Ah ben, on va voir de quelle manière, du coup. Effectivement, et du coup, tu l'as dit, hein, ce principe du mécénat de compétences, c'est ce transfert de compétences, justement, gratuit. Donc, sur son temps de travail, le salarié et bénévole dans notre cas, mais en tout cas, le salarié choisit de donner à une association un peu de son temps de travail pour remplir des missions spécifiques. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va vouloir exploiter au maximum pendant ces JOP, parce que tu l'as dit, Christina, c'est quelque chose qu'on connaît déjà sur le temps long, hein, ce dispositif, mais on peut aussi l'exploiter sur du temps court. Notamment, il y a pas mal d'entreprises qui ont déjà ce dispositif et on va en parler. Pour celles qui n'utilisent pas encore un dispositif de mécénat de compétences au quotidien, on a des solutions pour vous, on va vous en parler dans 2 secondes. Mais il y en a certaines qui ont déjà ce dispositif et qui permet déjà à leurs employés de se libérer, de libérer du temps de travail pour s'engager pour les associations. Ça, c'est quelque chose qui te motiverait, Christina, qui t'intéresserait? Bien sûr. On a en effet des entreprises et c'est aussi du mécénat finalement, c'est de la mise à disposition de salariés avec des compétences au profit du coup d'associations. Et donc, alors souvent ça part d'une démarche RSE, mais c'est aussi du mécénat et ça peut être un moyen de participer aux actions de la Croix-Rouge en étant salarié. Et donc c'est quelque chose qu'on avait déjà, donc on entend plus parler, c'est la plateforme Vendredi et la plateforme Wenabi qui sont accessibles là avec les QR codes sur l'écran. Et donc, vous pouvez postuler à des offres de missions qui sont accessibles et votre employeur valide votre participation. Et selon les entreprises, alors parfois c'est mal connu des employés, il peut y avoir 1, 2, 3, même on peut pas aller jusqu'à une semaine, une dizaine de jours dans l'année qui sont disponibles pour le salarié pour participer aux missions d'une association. Et c'est un dispositif qui ne concerne pas seulement le secours, hein, parce qu'on se dit très bien, je vais demander 3 jours, 4 jours, 5 jours de disponibilité à mon employeur pour tel ou tel site olympique pour le dispositif de secours. Mais c'est très large, un peu tous les types de missions dont on a besoin et dont on a parlé, de base arrière, de logistique, de COT, tous ces types de missions, elles sont éligibles à ce mécénat de compétences. Donc il faut qu'on voit assez large. Hein. Et donc, typiquement, sur ça, on a le groupe de travail effectif qui travaille dessus, puisqu'il va falloir que la Croix-Rouge crée toutes les offres de missions sur lesquelles les salariés vont pouvoir postuler. Et donc, ça sera prêt assez tôt pour que les personnes puissent se préparer. Par exemple, Agathe, toi, est-ce qu'il y a des missions qui t'intéressent particulièrement sur cet été et avec lesquelles tu pourrais peut-être utiliser ce dispo? Alors, étant étudiante et prof, j'ai l'avantage d'avoir mes vacances d'été pleines, donc je serai totalement disponible pour les JO. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Super. Et alors, tu prévois d'être où à peu près? Tu sais un peu? J'espère pouvoir participer un peu au COT, donc la cellule opérationnelle. Le centre opérationnel territorial. Tout à fait. Et évidemment faire un peu de secourisme, puisque c'est ma vocation première. Super. Et alors, on parlait des entreprises qui ont le dispositif Vendredi, Wenabi, avec qui la Croix-Rouge collabore. Mais alors, pour les entreprises qui n'auraient pas ce dispositif, pour toi, Christina, ton employeur, tu sais si ça existe déjà ou pas? Alors, je ne pense pas parce qu'il y a du bénévolat interne. C'est une énorme entreprise, donc tout s'est fait en interne. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais je vais poser la question.
Ah, et du coup, tu vas poser la question et nous, on va te permettre, et pour tous les autres pour lesquels l'entreprise ne propose pas ce service-là, c'est possible quand même de le mettre en œuvre d'ici là. Et donc, nous, on a des éléments pour que vous puissiez en discuter avec votre employeur, avec des flyers, des éléments de communication et qui vont pouvoir l'aider à prendre une décision et vous permettre en tout cas de vous engager de cette manière-là. Alors, peut-être que vous posez la question sur les avantages que pourrait avoir l'entreprise par ce biais. Et puis, c'est justement ces avantages qui sont décrits dans nos outils, les outils que vous avez à votre disposition pour vendre le projet, le dispositif mécénat auprès de votre employeur. Donc, il y a un avantage RSE sur la démarche RSE et ce que va faire valoir l'entreprise auprès des personnes dont elle est redevable. Il y a des avantages fiscaux de défiscalisation du temps, en fait, du salaire du salarié. C'est-à-dire que pendant le temps qui est mis à disposition, enfin, que le salarié est mis à disposition, le salaire et en tout cas ce que ça va coûter à l'entreprise, ça va être défiscalisé. Et ce que les entreprises ne savent pas forcément, c'est qu'elles peuvent défiscaliser jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires. Donc, en fait, c'est assez énorme la capacité qu'elles ont d'utiliser cet outil-là. Donc, encore un petit argument de vente à faire. Et oui, un très bon argument, la fiscalité. Absolument. Et puis alors, on va commencer à le voir apparaître. Une petite nouveauté aussi qui commence à arriver, c'est pour les personnes qui veulent passer leur formation PSE. Eh bien, il y a une possibilité de mettre en œuvre d'établir une convention entre la Croix-Rouge et l'employeur pour bénéficier d'un mécénat de compétences sur une courte période pour suivre la formation. Et donc, sur le même schéma, avec les avantages fiscaux, la mise à disposition du salarié pour faire évoluer et développer ses compétences dans le domaine du secourisme. Et donc, ça, c'est quelque chose dont on va pouvoir vous parler aussi très bientôt et vous donner la méthode et la conduite à tenir. Et du coup, ces outils qu'on met à votre disposition, on en a déjà parlé, il me semble que vous avez eu des liens dans des newsletters précédentes, si je ne me trompe pas, mais ils vont aussi être mis à disposition sur un site spécifique. Agathe, je crois que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus. Oui, tout à fait, parce que je suis au GT Communication et on met en place, là, il va bientôt sortir, là, très, très, très prochainement, un site spécial DT75 pour justement répondre à toutes les questions pour les bénévoles de Paris et d'Île-de-France de manière générale, et donc apporter des réponses à ces questions. Super, parfait. Merci Agathe. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur ce mécénat de compétences, posez-les dans le chat déjà, si elles vous viennent maintenant, si elles vous viennent plus tard, posez-les à vos référentes JOP. On en parlera tout à l'heure avec Agathe des rôles de ces référents et référentes JOP. Donc, n'hésitez pas, faites appel à vos référents, faites appel aux équipes d'été pour qu'on puisse vous accompagner sur cette proposition à faire aux entreprises, pour qu'on vous sentiez armé, entre guillemets, pour aller démarcher vos employeurs, c'est important. Comme on n'a pas envie d'être bloqué pour les participer au JOP par des accréditations, on n'a pas non plus envie d'être bloqué par un manque de dispo. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous, à vos référents, à vos référentes pour vraiment qu'on puisse mettre le paquet pour avoir les dispo. Et surtout, comme le disait Christina aussi, pour garder un peu de congé pour aller se reposer après. Parce que je pense qu'on aura potentiellement besoin. Bonne remarque. Et alors, du coup, on voulait aussi maintenant vous parler d'un site, un zoom sur un site de compétition. Voilà, focus sur un site olympique. On va aller parcourir là au cours des prochains mois, au cours des prochains rendez-vous. Et là, on voulait faire le zoom sur le site des Invalides. Le site des Invalides, c'est là où se déroulera le tir à l'arc et le para-tir à l'arc dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques. Ça vous intéresse, le tir à l'arc? Je ne suis pas très sportive. Beaucoup d'énergie. Oui, du tir à l'arc. Du tir à l'arc week-end de cohésion, donc c'était plutôt... Allez, on a une équipe qui est prête à participer au JO ou pas? Impressionnant. Et donc, en effet, c'est le tir à l'arc qui se déroulera sur le site, le magnifique site des Invalides. Et vous le voyez, ça va se dérouler devant le site, entre le pont Alexandre III et les Invalides, donc sur les pelouses, comme on peut le voir sur la photo. Donc, des sites qui vont être aménagés dans les prochains mois avant le lancement des JO. Et donc, on voit déjà des dates. On a déjà tous les éléments. On sait exactement quand va se dérouler les épreuves et quel type de dispositif de secours on va mettre en œuvre. Effectivement, et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on n'a pas que les compétitions, on couvre aussi les entraînements. Donc ça, c'est
une partie intéressante des JOP à découvrir que vous ne voyez pas forcément à la télé. Donc, profitez-en de ces postes de secours pour découvrir l'entraînement avant la compétition. Et c'est par ça qu'on va commencer sur le site des Invalides avec un poste de secours pour l'entraînement qui est prévu avec 4 intervenants secouristes, à la fois pour le tir à l'arc, donc JO, et pour le para-tir à l'arc pendant les Jeux paralympiques. Donc, c'est vrai que les entraînements, on n'en avait pas trop parlé encore jusque-là, mais vous voyez, les dates, ça commence dès le 18 juillet. Peut-être même qu'il y a des épreuves sur d'autres sites qui commencent plus tôt, mais dès le 18 juillet, finalement, les actions commencent. Et donc là, on aura une première période du 18 au 27, puis du 22 au 28 pour les entraînements paralympiques. Et puis ensuite, on aura du coup les épreuves de compétition à partir du 25 juillet jusqu'au 4 août, avec un dispositif de secours là, beaucoup plus important que celui pour l'entraînement. 3 postes de secours, 2 binômes, 2 VPSP d'évacuation, plus l'encadrement sur place. Donc un petit dispositif quand même pour le tir à l'arc. Et puis on renouvelle l'opération du 29 août au 5 septembre en dimensionnement un peu plus réduit à ce moment-là. Mais voilà du coup les éclaircissements qu'on pouvait vous donner. Et donc l'apparition de ces dispositifs d'entraînement qui vont arriver courant juillet. Pour la plupart. Et ça vous permet aussi d'avoir une petite idée des dates d'ores et déjà sur lesquelles vous allez pouvoir vous positionner pour les inscriptions et puis surtout pour prévoir vos disponibilités vis-à-vis de vos employeurs. Donc les dates des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. N'oubliez pas les deux périodes de Jeux olympiques et paralympiques. Donc peut-être pour le prochain rendez-vous, dans le chat, dites-nous quel site vous voudriez aborder au prochain rendez-vous. Christina, quel site tu voudrais qu'on découvre la prochaine fois? Je ne sais pas, on parle beaucoup du 93, je pense qu'ils ont des grandes structures, Stade de France. Le Stade de France, on pourrait aborder le Stade de France. Agathe, d'autres propositions? Toujours le Stade nautique. Hein. Oui, Agathe, le centre aquatique. Non, le Stade nautique, pas le centre aquatique. Agathe a une forte préférence pour le C'est vrai qu'il y a une distinction. Je vais partir à Marseille voir la voile. Hein. Désolé, mais. Donc voilà, à vos votes si vous voulez pour voter sur le site qu'on pourrait aborder. On pourrait parler de plein de choses, plein de beaux sites en tout cas pour nous sur Paris. Et on va du coup enchaîner avec le retour sur le travail des groupes de travail. Et donc ça, on en a beaucoup parlé aussi. Et alors, ils ont beaucoup travaillé. Effectivement, on a beaucoup de groupes de travail qui ont tous beaucoup travaillé. Et puis, on a aussi les référentes JOP qu'on ne va pas oublier. Agathe va pouvoir nous en dire un petit peu plus sur leur rôle. Mais d'abord, donc ces groupes de travail, on l'a dit, on en a 5 qui ont débuté leurs travaux dès décembre 2023. Ils ont déjà commencé avant les vacances pour bien se mettre en jambes. Et puis, ils ont repris juste à la rentrée, juste le temps de se reposer pour les fêtes de fin d'année. Ils se sont déjà vus plusieurs fois. Agathe, vous avez déjà fait des réunions référents à plusieurs reprises. On a commencé en novembre. Ouais. En novembre même, préalablement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces différents temps d'échange en ce qui concerne les référents JOP? En tout cas, je crois que le dernier était même hier soir. Tout à fait. J'ai décidé de passer ma semaine à l'ADT cette semaine. Mais le but, donc, c'est de pouvoir… Le rôle du référent JOP, en fait, c'est de pouvoir faire le lien entre les bénévoles et le bureau de son UL, enfin, la direction de l'UL, et la direction de l'UL, le bureau de l'UL, avec l'ADT. Et donc, ça permet de faire le lien, de faciliter la communication, de permettre de descendre la communication, d'aider dans les différents fonctionnements. Par exemple, la Minos, on va pouvoir accompagner, puisque nous, on a eu une sorte de formation qu'on a pu prendre en main avec l'ADT qui nous a accompagnés. Donc, ça permet de descendre en fait plus facilement et de se retrouver plus à portée de main en fait, des bénévoles. Alors, désolée. Alors là, Agathe… On parle beaucoup, on va rendre la parole tout de suite à Agathe parce que ma voix va partir. Agathe, là, tu nous parles spécifiquement du rôle des référents JOP qui sont un peu une structure à part et qui sont en lien avec ces groupes de travail, hein, parce que les référents JOP vont aller récupérer toutes les infos de tout ce qui est produit par ces GT, par ces groupes de travail pour aller redescendre effectivement cette info. Et dans le cadre, le référent JOP… il est là, c'est Paul. Il ne sait pas très bien, il aime un coucou Paul. Merci Paul Super. d'être présent. Paul, t'es attendu dans le 4.
On y reviendra tout à l'heure sur les référents JOP et Agathe va nous en dire un peu plus sur tout ce qui se passe. On voudrait faire d'abord un focus sur chacun des 5 groupes de travail parce qu'on en a 5. On a le groupe de travail action sociale, donc opération sociale. On a le groupe de travail effectif, on a le groupe de travail planification, on a le groupe de travail secours et le groupe de travail communication. Donc, je vous propose maintenant de faire un petit point sur chacun de ces groupes de travail et voir où on en est. Et dans le bon sens de la slide, c'est beaucoup mieux. Alors, on va commencer par le groupe opération sociale. On en a déjà beaucoup parlé, mais alors, ils ont identifié 3 grands chantiers. Celui de la gestion de crise, c'est-à-dire comment assurer un dispositif d'assistance en cas de sinistre ou de catastrophe, avec la mise à disposition de locaux, de kits d'urgence pour pouvoir accueillir notamment les personnes accompagnées. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on profite d'ailleurs des Jeux Olympiques pour lancer ces chantiers-là, mais finalement qui sont valables au quotidien, parce que la gestion de crise, les catastrophes naturelles, ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est malheureusement, c'est tous les jours. Ouais. Absolument. Mais là, ça sera dans des conditions plus compliquées. Absolument, bah oui, parce qu'on parlait de l'accès aux locaux, sur les zones d'exclusion, etc. Donc, c'est un des chantiers sur lesquels ils travaillent. Ensuite, c'est la continuité d'activité. On en avait parlé également. C'est comment on poursuit nos activités de maraude, d'accueil, même de cours de FLE, de français langue étrangère. Comment on continue à accueillir les groupes constitués. Parce qu'on le sait, par exemple, sur Paris, on a plus de 200 personnes ukrainiennes qu'on accompagne sur les cours de FLE. Eh bien, comment est-ce qu'on va continuer à pouvoir le faire pendant les périodes des JO? Ça, c'est une question aussi à ce moment-là. Et cette continuité d'activité, j'en profite pour le préciser, c'est aussi beaucoup quelque chose qu'on doit travailler avec les différents acteurs du territoire parisien. On parlait tout à l'heure de la préfecture pour les accès. On parle aussi avec le SAMU social, on parle aussi avec la ville de Paris c'est la DGO qui est en contact avec l'État, le SAMU social pour justement voir avec eux directement travailler ces réponses en termes de continuité d'activité. Et c'est aussi, du coup, la conciergerie solidaire. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà expérimenté. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alors, ça peut être des souvenirs douloureux. Mais pendant la période Covid, il y avait les livraisons à domicile, l'approvisionnement en médicaments, les paniers solidaires qu'on apportait directement au domicile. Et ben là, on va pleinement intégrer aussi les personnes en situation d'isolement chez elles, en situation de fragilité, de vulnérabilité, qui pourraient rencontrer les mêmes problématiques qu'on a identifiées. C'est aussi un des chantiers sur lesquels ce groupe travaille. Le groupe secours, c'est également mis au travail. Alors déjà, le groupe s'est doté de responsables pour chacun des sites olympiques qu'on va devoir couvrir. Et vous avez vu un petit peu le nombre de sites qu'on a sur Paris. Le groupe de travail opération de secours ensuite a mis en place 5 cellules que vous voyez là sur la slide. C'est des cellules qui vont s'occuper des différents aspects en fait des opérations de secours. On a un peu sectorisé ce contenu, les différents aspects de l'opération de secours. On a une cellule qui va se focaliser sur le fonctionnement et l'innovation, tout ce qu'on peut mettre en place à l'occasion de ces JOP. Une qui va s'occuper de l'analyse des données du terrain. Il y a une cellule qui va être dédiée à l'administratif parce que vous connaissez l'odeur administrative habituelle. On va voir comment on peut s'en dépatouiller pendant la période. Je crois qu'on dit à l'oreillette que ça va bientôt, très très bientôt, s'améliorer avec notamment l'arrivée d'une application IFIDI. Il paraît, avec des annonces qui vont arriver très vite et déjà des choses qui existent ces derniers week-ends sur les réseaux de secours. J'ai hâte qu'on en parle un peu plus d'IFIDI sur les prochains rendez-vous JOP. On aura l'occasion, avec plaisir. On a aussi une cellule qui parle de fonctionnement et de méthode de travail et comment on va s'adapter au final pendant cette période JOP. Et puis une cellule qui va parler de soutien opérationnel, la base arrière, l'importance de la base arrière sur ces JOP, on ne saura jamais assez mettre l'accent dessus. Et alors particulièrement sur le groupe de travail des opérations de secours, parce que j'étais aussi dans le coin quand ils se sont réunis récemment, il n'y a pas assez de place dans la salle pour accueillir tout le monde. Énormément de bénévoles sont engagés dans ce groupe de travail, ce qui fait qu'ils se sont répartis la tâche dans plusieurs cellules. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille de pair avec les salariés qui travaillent au siège sur ces sujets-là. Donc, on avait les référents JOP aussi côté direction de l'urgence et du secours au siège
qui étaient présents l'autre jour au groupe de travail, donc ils travaillent avec. Des référents sièges, du coup, pas nos référents bénévoles. Oui, absolument. On va en profiter, du coup, peut-être pour remercier tous ces bénévoles qui participent à ces différents groupes de travail, parce qu'il y a eu une grosse mobilisation quand on a fait l'appel à volonté, à bonne volonté sur ces derniers mois, ces dernières semaines. On a eu beaucoup de retours et de plein de duels différents, de plein de backgrounds différents, de plein de types d'activités différents. Donc, un immense merci à ces bénévoles qui se sont mobilisés. Et puis, merci à vous tous qui êtes là, qui posez les questions, qui nous faites avancer, en fait, qui nous faites réfléchir et qui nous faites progresser dans nos réflexions autour des JOP en nous challengeant avec vos réflexions et vos questions. Et on continue du coup avec le groupe de travail suivant qui est toujours dans le bon sens, Bénédicte. Je vais vous donner la télécommande, Joël. Voilà, on va faire ça. Donc, du coup, sur le groupe effectif, vous l'avez compris, on en a beaucoup parlé. C'était le premier focus de notre temps d'échange aujourd'hui. C'est les accréditations. Voilà, c'est la gestion des accréditations, de la communication qui va partir très vite sur le lancement des demandes d'accréditation à partir de ce soir. Et viendra le temps ensuite de la répartition des bénévoles sur les différents modules, les différents créneaux, sur l'affectation, la gestion des ordres de mission. Et donc là, c'est les réflexions qui sont faites en ce moment sur la manière dont on va pouvoir faire ce genre de choses. Et on va anticiper au maximum parce que le recensement va commencer dès février. Alors, c'est un recensement théorique qu'on va faire dès février. On va vous inviter tous et tous à y répondre le plus largement possible. Ça va nous permettre d'évaluer en fait notre capacité réelle et voir le gap qu'il va falloir combler éventuellement, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour que nos effectifs le jour J sur le terrain soit là pour répondre aux besoins. Donc ça, c'est dès février qu'il y aura ce recensement théorique de vos disponibilités. Ça ne veut pas dire que si vous avez dit que vous seriez dispo le 28 juillet, dans 2 semaines, vous devrez être dispo le 28 juillet, mais ça nous donnera quand même une première perspective sur ce à quoi on peut s'attendre en termes d'effectifs. Vous avez des questions, Christina, Agathe, dans vos unités locales sur la gestion des effectifs? Oui, notamment, j'allais le dire, la question éternelle, Pégase ou pas Pégase? Voilà. Comment on va pouvoir s'inscrire aux missions? Comment on va faire? Est-ce qu'on va utiliser Pégase en local et autre chose pour tout ce qui est lié au JO? Ça, il y a des grandes attentes par rapport à ça. Agathe? Eh bien, c'est une bonne question que la DT se pose aussi. On ne sait absolument pas encore. Pour le moment, on n'a pas la réponse. Donc, elle joue bien son rôle de référente JOP. Elle connaît le sujet et elle apporte déjà la réponse très bien. C'était hier soir, c'est encore tout frais. Donc, c'est vrai que le système d'information, tu le disais, on n'est pas encore est-ce que c'est Pégase, est-ce que c'est autre chose? Donc, ça, c'est vraiment le sujet. Mais il y a des choses, je crois, qui sont déjà en cours d'application. Plus en cours de réflexion, mais des choses qui sont déjà existantes, qui sont en train d'être testées pour perfectionner, optimiser en tout cas la gestion de ces effectifs en cette période. Parce que du coup, vous l'aurez compris, ce groupe de travail travaille aussi sur le système d'information. Donc, tout ce qui va nous permettre au final de gérer toute cette donnée, ces effectifs qu'on va récupérer. Et donc, viendra ensuite, on aura l'occasion d'y revenir sur nos prochains rendez-vous JOP, mais viendra ensuite la coordination des différents modules dont vous a parlé la dernière fois, les modules qui vont contenir le contenu des missions, en fait. Donc, ils vont travailler là-dessus. Lancer ensuite les inscriptions effectives, une fois qu'on aura fait toute la partie théorique d'évaluation des capacités, et puis ensuite la mise en place de la cellule. Là, on est sur le groupe de travail. Il faudra mettre en place la cellule qui, au quotidien, pendant toute la durée des JOP, donc on le répète pour nous, ça commence tôt, ça commence en juin, qui va pouvoir gérer les effectifs pendant cette période. Le groupe de travail suivant, c'est le groupe de travail planification. Alors, planification, c'est pas la gestion des effectifs. Là, c'est la planification des activités. C'est-à-dire quelles activités on maintient, quelles activités nouvelles on a, comment on coordonne l'ensemble, quelles sont nos priorités. Voilà, c'est vraiment l'enjeu de se projeter, les projections sur les activités et surtout planifier les activités pour garantir leur fiabilité. C'est-à-dire qu'on puisse assurer un maximum de vacations, un maximum d'activités sans avoir de désillusions de dernière minute parce qu'on a été un peu trop gourmand par rapport aux disponibilités et aux prévisions qu'on aurait eues sur la gestion des effectifs. Donc, une planification qui travaille de pair
avec le groupe de travail effectif. Donc, c'est aussi proposer des règles de gestion liées aux activités, comment on conventionne, comment on déclare, comment on facture. Voilà, il va y avoir une centralisation à ce moment-là, durant cette période, pour garantir l'optimisation de la gestion des différentes activités. Et c'est surtout aussi garantir l'information et les relations qu'on a au quotidien avec les autorités à ce moment-là sur les différents engagements qu'on pourrait avoir sur le territoire. Les autorités qui ont aussi un rôle de regard global sur tous les dispositifs, hein, parce que ils vont avoir eux aussi à gérer au final une coordination globale. Et puis il y aura cet engagement spécifique au JO, tout en devant continuer notre obligation d'activité, enfin les obligations de soutien à la population sur tout le reste de ce qui se passe habituellement. Donc les autorités vont devoir aussi avoir un œil là-dessus. Et on disait tout à l'heure d'être objectif sur nos capacités au final et de s'adapter à ce qu'on va être en mesure de faire. Et cette planification va nous permettre aussi d'arbitrer sur les opérations qu'on va devoir privilégier, donc les dispositifs qu'on va devoir privilégier. On en a déjà parlé un petit peu avec les cadres et les présidents pendant le 21 octobre, pendant notre session de lancement. Et il y a ces arbitrages qu'on va devoir faire au regard des moyens, des ressources, sur les dispos habituels qu'on a l'habitude de couvrir. Il y a une réflexion en cours, je sais, par exemple, on sait côté Paris sur Paris-Plage, Quid. Il faut aussi prendre en compte ce genre d'interrogation, les dispositifs qui vont se superposer à cet énorme défi de secours qu'est il y a Paris-Plage, puis on en parlait aussi typiquement sur les maraudes. Christin, on parlait des mouvements de population qui pourraient aller sur d'autres territoires de Paris. C'est pareil, c'est comment à ce moment-là on planifie les maraudes à l'échelle de Paris pour faire quelque chose avec une présence peut-être particulière à certains moments, avec des ressources qu'on irait prendre à d'autres endroits. Voilà, c'est vraiment tout ça qui est en jeu. Il faut être le plus efficace possible. Et je pense que là, il faudra vraiment qu'on travaille tous ensemble. Et c'est l'objectif du coup de ce groupe de travail. Le dernier groupe de travail, communication. Alors là, je crois qu'on a une représentante du groupe de travail communication en deuxième là-bas au fond de la salle qui nous aide ce soir sur l'organisation de cette visio. Agathe, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur où vous en êtes côté groupe de travail communication? Oui, tout à fait. Alors, le but du GT de communication, c'est donc de communiquer, comme son nom l'indique. Alors ça, c'est bien trouvé. Franchement, je ne pouvais pas trouver meilleure définition. Alors, en fait, on s'est organisé en plusieurs pôles afin de couvrir un maximum les besoins, notamment des UL, de l'ADT et de ce qu'il faut pour les bénévoles, finalement. Et donc, on a notamment un pôle infographie, tout ce qui va être les cartes, la typographie, tout ce dont les bénévoles vont avoir besoin pour se repérer dans Paris avec une ville qui est modifiée à l'occasion des Jeux. Et moi, je fais plus spécifiquement partie du pôle d'animation réseau. Et donc, avec Massy, qui est aussi derrière moi, petite dédicace. Et avec qui je fais le site de l'ADT 75 pour pouvoir répondre aux questions. On a fait une foire aux questions. Le but étant de faire quelque chose d'efficace pour que les bénévoles ne perdent pas leur temps à chercher les infos entre tous les sites qui sont proposés, parce que c'est vrai que c'est une perte de temps quand on fait tout ça pour trouver une petite info. Donc voilà. Du coup, là, vous avez vraiment un défi de communication en amont sur la préparation, sur tout ce qui est mis en place par l'ADT, par le siège, enfin voilà, communiquer toutes les infos qu'on a. Vous aurez aussi une phase de planification de l'organisation de l'été 2024, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez vous poser et vous dire, OK, on a un gros été qui s'ouvre, on va avoir aussi beaucoup d'actions de communication internes, externes à mettre en œuvre, donc vous aurez aussi une grosse phase de planification, et ensuite viendra la période des JOP avec le support des équipes. Vous avez des petites pistes de réflexion là-dessus, comment ça se passe? Alors tout à fait, pour le moment je ne veux pas trop spoiler parce qu'il y a plusieurs éléments qui vont arriver, donc pour le moment, suspense. Et sur le site dont tu parlais, alors le lien va être communiqué, va être dans toutes les communications, et on fait le lien avec notre événement de lancement le 21 octobre, sur lequel on a eu un certain nombre de conférences très intéressantes, très enrichissantes, très captivantes. C'est pas pour faire trop de teasing, mais vraiment on a eu des belles rencontres lors de cette journée, et donc elles sont en ligne sur ce nouveau site.
Tout à fait. Toutes les conférences seront en ligne. Comment s'accréditer, répondre aux questions, tout est dessus. Vraiment, on essaye de répondre à un maximum de questions. Et c'est pareil, si vous avez des questions, on a mis l'adresse mail de contact. Vous n'hésitez pas et comme ça, on rajoute sur le site. Et on va pouvoir retrouver aussi, finalement, le replay de cette soirée, de ce temps d'échange qu'on a ensemble, puisque cette fois-ci, il est enregistré et du coup, on pourra le partager également sur le site. Merci Agathe. On peut faire un petit plan sur la carte des référents JOP. Vous voyez, tous les territoires sont quasiment pourvus désormais. Chaque unité locale a élu, a désigné en tout cas un référent JOP qui joue pleinement son rôle. Agathe, tu l'as dit, vous vous rencontrez régulièrement pour faire le point et jouer ce rôle de relais avec les unités locales et les bénévoles directement. Et c'est une aide précieuse et plus qu'efficace. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec le référent de votre territoire. Et Bénédicte, je crois qu'on arrive déjà à la fin de notre rendez-vous. On arrive déjà à la fin de notre rendez-vous. Donc, on vous remercie toutes et tous d'avoir été connectés derrière votre écran. J'espère que vous avez pu poser toutes vos questions via le chat. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie vers vos référents. Je sais que j'insiste beaucoup dessus. Voilà, merci Agathe. Les référentes sont là pour récupérer toutes vos questions. Et il y en aura parce qu'on vous donne les infos au fur et à mesure. Hein, c'est l'objectif de ces rendez-vous JOP. Mais on sait qu'on n'a pas les réponses à toutes les questions dès maintenant. Donc, n'hésitez pas à aller solliciter vos référents, vos référentes pour avoir toutes ces questions, pour être au courant de ce qui se fait. Et nous, on vous informe le plus possible. Donc, merci beaucoup, Agathe. Merci beaucoup, Christina, d'avoir participé, d'avoir échangé avec nous. C'était un plaisir. Et puis, on aura d'autres invités au prochain rendez-vous à vos marques près JOP. La date, très bientôt dans vos agendas. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout ce temps d'échange. C'est important que vous soyez au rendez-vous. Alors, le temps file et nous serons prêts grâce à la mobilisation de chacune et chacun. Merci, Bénédicte. Merci, Johan. Merci à toutes et tous. Et on se retrouve au prochain rendez-vous JOP. Salut à tous. Et merci à l'équipe en régie. Allez.